Salut à tous, bienvenue sur ce deuxième jour, sur notre formation complète de DevOps en 100 jours. Hier déjà, nous avons vu pourquoi le métier de DevOps Engineer, c'est un métier que vous devez envisager à faire en 2025, d'accord? Et nous avons vu quel est réellement le rôle d'un DevOps Engineer. Nous avons vu les lacunes que les différentes méthodologies de software engineering avaient et nous avons vu comment le DevOps vient résoudre ces différentes lacunes que rencontrent ces méthodologies. Dans cette deuxième partie, on va dire ainsi, nous allons donc voir Linux pour le DevOps. La question que vous êtes sûrement en train de vous poser présentement, c'est que est-ce que Linux, est-ce que pour faire le DevOps, il faut connaître par exemple Linux? La réponse est oui. D'accord? Si vous vous rappelez, quand on a fait durant la première partie, nous avons dit que le DevOps, en gros, c'est plus l'automatisation. Et Linux est le système d'exploitation par excellence pour tout ce qui est automatisation. Pourquoi? Parce que dans le domaine déjà du DevOps, il faut savoir que Linux est très répandu car il est déjà open source et gratuit. C'est-à-dire, vous allez voir des grandes entreprises vont prendre le code source de Linux, le modifier, sortir une nouvelle version qu'on va appeler les distributions du système d'exploitation Linux que nous allons voir dans un instant. Et aussi l'écosystème, du DevOps est très basé sur Linux. Je vais prendre des outils tels que Docker, que nous allons voir, Kubernetes, Jenkins, Ansible, Terraform. Tous ces outils sont conçus pour fonctionner de manière optimale. Il faut bien comprendre, de manière optimale sur Linux. Maintenant, la stabilité et la fiabilité aussi de Linux en fait partie. Parce que Linux est un système réputé pour sa stabilité. Maintenant, il faut aussi mentionner que Linux aussi est très sécurisé par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Par exemple, c'est difficile que vous allez voir quelqu'un dire que j'installe un antivirus sur mon PC alors que son PC a un système d'exploitation Linux. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Voilà, de voir cela. Par contre, si vous êtes sur Windows, pour protéger votre système, pour protéger votre PC, vous êtes obligé de d'installer des antivirus. Donc, en gros, c'est pour cela que nous allons, dans cette partie, apprendre Linux, les commandes Linux pour le DevOps. Voilà. Déjà, nous allons travailler, tout le code source de cette formation sera sur GitHub. Donc si je viens sur GitHub ici, vous allez voir formation DevOps. C'est ici que vous aurez tous les détails sur notre formation, sur ce que nous allons faire durant ces 100 jours et ce que nous allons faire durant ces 100 jours. Vous allez trouver tout cela ici sur GitHub formation DevOps. Le lien va être en description. D'accord? Maintenant, ici, nous avons parlé de Linux. Linux, en fait, c'est un système, C'est un système d'exploitation qui a plusieurs distributions. Quand on parle de distribution, en fait, vous devez comprendre. Nous avons dit que Linux est open source. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui prennent ce code source, de Linux, et construisent une nouvelle distribution spécifiée ou bien dédiée à une tâche spécifique. On va voir par exemple la version Ubuntu. Ubuntu, c'est une distribution de Linux très friendly pour les débutants. Donc si tu es débutant dans tout ce qui est Linux et que tu as besoin d'un système d'exploitation pour ta machine et que tu es vraiment débutant, alors Ubuntu est fait pour toi. Nous avons par exemple CentOS. D'accord, nous avons CentOS qui est un système très stable, très utilisé en production. Généralement, vous allez aller par exemple sur des cPanel. Vous allez voir que les cPanel tournent sur le CentOS. On a Debian aussi qui est très stable aussi,
très sécurisé aussi et très utilisé en production. Il y a d'autres distributions encore, Kali Linux et tout ce que vous connaissez. Par exemple, Kali qui est fait pour les pen testeurs, toute personne qui fait dans la sécurité. Alors, si tu cherches un système, une distribution Linux à utiliser, alors Kali, c'est quelque chose que tu dois envisager, par exemple, d'installer. Si tu es débutant sur tout ce qui est Linux, alors Ubuntu, c'est quelque chose que tu dois regarder. OK? Voilà. Maintenant, nous allons voir des commandes utilisées en DevOps, basées sur Linux. Pour cela, on a besoin d'un PC avec un système d'exploitation Linux. Mais ici, si vous avez remarqué, vous allez voir que moi, ici, je suis sur Windows. Je sais que beaucoup d'entre vous, OK, utilisez le système d'exploitation Windows. Je me suis dit que comment je vais faire pour que personne, aucune personne qui ne suive cette formation ne soit démoralisée. Parce que si je commence là avec un système peut-être Linux, certains parmi vous n'auront pas Linux. Ce qui fait que ça peut vous créer des soucis pour vite avancer dans cette formation. Certains d'entre vous ont déjà Linux sur leur PC, ce qui est déjà bon, il n'y a pas de souci. Pour cela, comme nous sommes en train de faire le DevOps, et comme je l'ai dit hier, ce DevOps sera finalisé avec AWS. Donc, on va voir tous les services de AWS et la formation aussi va vous permettre de faire toutes les certifications AWS si vous voulez faire. D'accord? Maintenant, comment donc faire pour que les utilisateurs Windows travaillent sur un système d'exploitation Linux? C'est la question on se pose, n'est-ce pas? Voilà. Pour cela, votre machine locale, OK, on veut que vous ayez accès à une machine ayant un système d'exploitation Linux. OK? Alors, je vais aller sur AWS. On va créer une machine virtuelle qui va s'appeler sur le service EC2. Le EC2, c'est le Elastic Compute Cloud. OK? C'est le service AWS qui nous permet d'avoir des machines virtuelles ou bien des Virtual Private Server, des VPS. D'accord? Donc, on va aller créer une instance de ce service et pouvoir se connecter sur ce service grâce au SSH, le Secure Shell. OK? Le Secure Shell. Vous devez savoir qu'il y a un langage de programmation qui s'appelle le Shell Scripting. OK? Le Shell Scripting, c'est un langage d'automatisation vraiment des tâches basées sur les systèmes. Et c'est quelque chose que nous allons apprendre. C'était juste pour rappel. Donc, nous allons utiliser le SSH qui est une commande que nous allons beaucoup parler de ça parce que en tant que DevOps Engineer, vous seriez appelé à beaucoup travailler avec ceci. D'accord? Pour cela, je vais aller créer, OK? Je vais aller créer un compte AWS. Bon, je l'ai déjà créé, donc vous allez créer vous aussi un compte AWS. Donc, je vais venir ici. J'ouvre ça. OK, ou bien ici. Quand vous avez créé un compte AWS et que vous vous connectez, alors vous avez une interface comme ceci. Ceci, vous ne l'auriez pas parce que voilà, vous n'avez pas encore visité ces services parce que vous allez voir ici recently visited. Donc, pour dire que je viens de visiter, hein, que j'ai récemment, pour être plus clair, visité ces services-ci. D'accord? Maintenant, juste ici en haut, vous allez voir une barre de recherche qui permet en fait de rechercher des services. Ici, c'est la console. Donc, si je clique là, ici, là, c'est la console. Quand je clique, ça va donc ouvrir un terminal, OK, sur AWS. Et c'est vraiment comme un terminal Linux où on peut faire pas mal de choses. On peut voir des services. En gros, ce terminal est appelé le Cloud Shell. Donc, ce terminal s'appelle le Cloud Shell. D'accord? Donc, c'est en train d'intensifier préparation de votre terminal. Voilà. Donc là, ça a terminé. Et étant ici, je peux par exemple faire AWS. Je peux écrire AWS-version tout simplement. Et là, ça me donne la version de AWS Client. Parce que ça, c'est un client AWS. Donc, développé vraiment par
AWS. D'accord? AWS a aussi des éditeurs. Par exemple, le Cloud9. Ok, mais par défaut, les comptes AWS n'ont plus ça. Le Cloud9, qui étaient des éditeurs de texte. Voilà, donc vous pouvez juste savoir que il y a donc ce service-ci, ok, le Cloud Shell qui vous permet de visualiser avec des lignes de commande les différents services de votre compte AWS, de votre cloud, ainsi de suite, de manipuler. C'est quelque chose que je vais vous apprendre à le faire. Ça, c'était à titre déjà de rappel de vous présenter la plateforme AWS. Par exemple, ici, je peux dire par exemple Who am I? Who am I? Ok. Et là, ça me donne, quand je dis Who am I, c'est pour demander c'est quel utilisateur qui est connecté. Et ça me dit que c'est le Cloud Shell User qui est connecté. Par exemple. Ok, je ferme ici. On va aller chercher le service EC2. Donc, vous allez faire EC2 ici. EC2. Et là, vous allez voir ici Virtual Server in Cloud. Serveur virtuel dans le cloud. EC2, vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, alors vous allez voir ici des différentes statistiques. Par exemple, Instant Running pour dire l'instance, est-ce qu'il y a une instance qui tourne? Vous allez voir 0, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Maintenant, vous allez cliquer sur Launch Instance. Donc, je vais cliquer sur Launch Instance. Je vais donner le nom de l'instance ici. Je vais dire DevOps. DevOps 100. Pour dire DevOps en 100 jours. D'accord? J'appelle ma machine virtuelle comme ceci. Maintenant, après cela, il faut donc choisir un système d'exploitation. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Il y a plusieurs distributions. Et là, vous allez voir qu'il y a le macOS, il y a Ubuntu, il y a Windows, il y a Red Hat Enterprise, il y a SUSE Linux, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et vous allez voir aussi qu'il y a Amazon Linux. Ça veut dire que, comme je vous ai dit que Linux est un projet open source, ça veut dire que même Amazon en a fait sa propre version, distribution. Donc Amazon a pris cela et créé sa propre distribution propre à leur entreprise. Vous savez que Amazon, c'est une très grande entreprise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vu qu'il y a un système d'exploitation AWS, ok, Amazon AWS, je sais que s'ils ont pris la peine de créer cela, ça veut dire qu'ils ont fait de cela un système d'exploitation vraiment qui matche avec tous les services qu'ils ont sur leur plateforme. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien que je parte installer Ubuntu ou quoi que ce soit. Donc, je vais rester avec Amazon Linux. Maintenant, jusque-là, Amazon Linux en a aussi, lui, à son tour, plusieurs distributions. Et c'est là où eux, ils se font de l'argent, quoi. D'accord? Donc, ils ont des distributions gratuites, des systèmes d'exploitation donc gratuits, des systèmes payants, ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, là, pour voir les Amazon Machine Image. Donc, ils ont plusieurs images, certaines sont gratuites, ainsi de suite. Donc, moi, je vais prendre Amazon Linux 2, ok, celui-ci qui est free. Donc, ça va me permettre de faire mes tests avec vous. D'accord? Donc, je prends celui-ci. Voilà. Maintenant, je descends. Ici, le type d'instance, je vais rester sur le gratuit. Donc, on peut changer. Ok, il y a plusieurs types d'instances ici. Je suis sur le gratuit. Vous voyez, il y a le small, il y a le combien on vous coupe par heure, et ainsi de suite. Donc, je vais rester sur le gratuit. Maintenant, il me faut une clé pour pouvoir me connecter en SSH. Ok, il me faut une clé pour pouvoir me connecter à cette machine virtuelle à partir de ma machine locale. Donc, pour cela, vous pouvez sélectionner une clé parmi les clés que vous avez déjà créées, d'accord, ou créer une autre clé. Bon, moi, je vais créer une clé pour ceci. Donc, je vais cliquer ici. Je vais appeler ça DevOps 100. D'accord? Et quand je vais cliquer sur créer, ce fichier va donc contenir un ensemble de clés
ok, en RSA, donc c'est un algorithme, je ne vais pas trop entrer en profondeur de la cryptographie, donc il faut juste savoir que ça va générer une clé, un fichier de clé qui va me permettre donc à me connecter à mon VPS. Donc là, je clique sur créer et vous allez voir que ce fichier est téléchargé. D'accord, ça s'appelle devops100.perms pour permission. D'accord. Et là, ça a été choisi, DevOps 100. Je vais descendre. Ok, bon, il y a plusieurs confs ici qu'on peut faire, mais ce n'est pas encore obligatoire. Je vais passer dessus pour l'instant. D'accord, et on va cliquer sur Launch Instance. Donc, ça va prendre du temps donc, pour créer cette instance. Ok, et ça va mettre l'instance à jour. Donc, ça a été créé. Maintenant, on va partir sur Instance pour voir nos instances. Et là, ça charge. L'instance qu'on vient de créer, c'est celle-ci. D'accord? C'est celle-ci. Vous voyez que j'ai deux autres instances ici qui sont terminées, donc qui ont été supprimées. Voilà, donc l'instance qui est en train de tourner pour l'instant, c'est l'instance que nous venons de créer. Ok, qui est encore en train de s'initialiser. Ok, c'est encore en train de s'initialiser. Donc, nous allons attendre que cela s'initialise. Entre-temps, en attendant, on va revenir ici. Vous savez que le DevOps, c'est un métier d'automatisation, comme je l'ai dit. Pour cela, les commandes que nous allons voir durant cette partie, ok, parce que cette partie sur Linux doit prendre deux parties, donc le jour 2 et le jour 3. Donc, vous devez maîtriser toutes ces commandes, d'accord? Mais je ne vais pas tout vous apprendre les commandes Linux. Je vais vous apprendre les commandes que je sais que ce sont les commandes les plus utilisées dans le milieu du DevOps. Donc, chaque commande que je vais vous donner ici aura un sens, ok, unique et une utilisation généralement unique. Donc, vous devez prendre note et prendre note sachant que ce n'est pas seulement un cours théorique, mais c'est pratique. Donc, prenez note de telle façon que quand vous auriez un souci, vous pourriez rentrer sur vos notes pour regarder que dans la formation, on avait dit tant, tant et tant. J'espère que c'est clair. Voilà, on va aller regarder si notre instance a terminé. Donc, je vais refresh. Ok, ça tourne. Ok, vous voyez 3 sur 3 check pass. Donc, notre instance a terminé. Maintenant, comment se connecter à cette machine virtuelle? Il y a plusieurs méthodes. La première, donc déjà pour se connecter, vous devez sélectionner l'instance. Comme vous voyez, je viens de sélectionner. Quand vous sélectionnez, vous avez plusieurs informations ici en bas par rapport à votre instance. Ok, vous avez l'adresse IP, vous avez, vous avez plusieurs informations, le domaine par défaut, etc. D'accord? Voilà, donc ici le statut de l'alarme, le monitoring, la sécurité, le network, le storage, tout ça. Et vous vous rappelez, ce sont des termes que j'ai mentionnés dans la première partie. Et là, vous allez voir ici, il y a Connect. Je vais cliquer donc sur Connect. Là, il y a plusieurs façons ou bien méthodes pour se connecter à un VPS ou bien à un EC2. La première, c'est Instance Connect. Ça veut dire, Instant Connect veut dire, quand tu cliques dessus là, directement, tu es connecté dessus sur le navigateur et c'est sécurisé sur le navigateur. Maintenant, il y a Session Connect. Donc, il y a Instance Connect. Ok, donc tu cliques juste sur Connect et tu es connecté dessus. On a Session Connect qui est une connexion par session. On a le SSH Connect, Client Connect, qui est une connexion par SSH, ok, qui est la très répandue, qui est la méthode la plus utilisée, je vous l'ai dit. Ok, on a maintenant le EC2 Serial Console, mais cette méthode est plus quand vous avez un problème avec votre compte, AWS, peut-être on dit que vous n'avez plus accès, quelqu'un vous a bloqué, c'est cette méthode qu'il faut utiliser pour faire donc ce debugging. Donc nous ici, on va se connecter en SSH. Pour se connecter en SSH, voici la commande. Vous allez voir, c'est SSH-i devops100.perms qui est le fichier de ma clé.
OK. Ensuite, le domaine de mon EC2. On se comprend, n'est-ce pas? Je vais donc copier cette commande et je vais ouvrir mon terminal Windows dans le PowerShell. Étant dans mon PowerShell, comme j'ai téléchargé ma clé, c'est parti dans le download. Je vais aller dans le download. OK, je suis dans le download. Et je vais coller maintenant cette commande. OK, je vais coller cette commande SSH-i, etc. Je tape Entrée. Je vais dire Yes. Et là, je suis connecté à ma machine virtuelle. Maintenant, si je fais ici, je dis ici AWS _version. Alors, ça me donne dans la version AWS Client que je suis dessus. Donc, et vous allez voir que je suis sur une version Linux. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Là, maintenant, ce qui est bien avec cette machine virtuelle, c'est que, comme c'est fait pour les devs, ça vient avec énormément de trucs déjà installés. Par exemple, je pense que le langage, par exemple, Python est là. Si c'est à Python, vous voyez, Python est déjà installé, n'est-ce pas? Même chose pour Java et PHP, je crois que tous ces trucs sont déjà installés. Maintenant, je peux dire par exemple, who am I? Et ça me dit, tu es un EC2 user. D'accord? Who am I, c'est une commande pour connaître qui est connecté, quel utilisateur est connecté. Who am I? Un peu comme en anglais, n'est-ce pas? Qui suis-je? Donc, ça me dit c'est le EC2 user. Maintenant, regardez ce symbole qui est ici. OK, vous allez voir que ce symbole, OK, montre généralement les utilisateurs, OK, montre généralement le chemin d'accès. Donc, c'est un indice pour le chemin d'accès. OK, et pour le type d'utilisateur qui est connecté. C'est un indice pour le chemin d'accès. Maintenant, si je veux connaître vraiment sur quelle directive, je ne sais pas si on dit ainsi, sur quel répertoire, voilà, je me trouve, OK, je vais faire print the working directory. Print the working directory. Et on va voir que je suis donc sur utilisateur, sur whom utilisateur. Donc, je suis dans un environnement de travail de l'utilisateur. Je suis là-bas. D'accord? Maintenant, nous sommes sur un système d'exploitation Linux. Le système d'exploitation Linux a toutes les distributions ont presque la même architecture. Donc, je vais me placer à la racine, OK, du système. Pour se placer à la racine du système, il y a une commande qui permet de le faire. Vous allez voir que présentement, je ne suis pas à la racine du système, mais je suis au niveau de la racine de l'utilisateur. D'accord? Donc, je suis sur le chemin de travail de l'utilisateur. Pour pouvoir aller à la racine du système d'exploitation, il va falloir que je change de working directory. OK? Quand ici je fais PWD, c'est le print working directory. OK? Certains vont dire present working directory. D'autres vont dire print working directory. Pour dire le répertoire de travail actuel. OK? Ou bien montre-moi le répertoire de travail actuel. Donc, pour changer le répertoire de travail actuel, on va utiliser le CD, qui est le change directory. C veut dire change. OK? D veut dire directory. Changement de répertoire, changer de répertoire. On peut changer en avant pour aller vers l'avant et on peut changer pour aller vers l'arrière. Maintenant, si on veut rester sur le même répertoire, on fait juste CD point par exemple. Vous allez voir, quand je fais CD point et que je fais print le working directory, ça va toujours me montrer le même chemin. Donc, CD point nous case où nous étions. D'accord? Voilà. À quoi ça va servir? Ça va servir quand, par exemple, on va utiliser les pipes.
Ok, par exemple, tu peux faire une action. Tu veux par exemple copier le chemin actuel et envoyer quelque part pour faire quelque chose. Donc, ça, on va revenir dessus. Voilà. Maintenant, je peux par exemple faire cd, ok, slash home, ok, pour dire que je veux me placer sur le home. Parce que vous avez vu ici qu'on avait home, par exemple, EC2 user. Donc, cette fois-ci, je dis que non, je veux me placer plutôt ici. D'accord? Alors, je peux faire entrée. Donc là, je tape entrée. Cette fois-ci, vous allez voir que là, quelque chose a changé. Regardez ici, vous allez voir home. Donc ça, là, c'est en train de me dire que, attention, tu es désormais sur le home. Si je fais print working directory, alors on va voir que je suis sur le home. Si je veux rentrer sur le EC2 user, alors je vais faire cd encore slash EC2, ok, EC2 user. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai mal écrit? EC2 user. Attends. Oui, parce que en fait, dans le home maintenant, parce que comme je suis sorti là, dans le home, il n'y a pas un dossier qui est ainsi. Parce qu'il faut bien comprendre. OK? Donc, si je copie comme ceci, par exemple, je viens, je fais CD, je colle, et là, je rentre, ok, je rentre au niveau d'ici. Regardez bien. Donc, je suis rentré sur mon Home EC2 User. D'accord? Donc, ça, c'est pour le CD permet vraiment de changer. Maintenant, vous avez vu que pour aller sur le Home, il a fallu que je fasse CD Home. On peut aussi faire CD 2 points comme ceci. 2 points te permettent de décaler d'un pas. D'accord? Regardez, vous voyez que je suis rentré sur Home. Donc, j'ai décalé. Donc, je suis quitté d'ici pour rentrer ici. Super. Maintenant, si je veux donc aller à la racine, je vais faire CD. Je vais mettre comme ceci. Je peux laisser juste CD comme ça. Ça me ramène à la racine. Ou bien je peux mettre CD slash. Donc, soit j'écris juste CD, ça va me ramener aux routes. Soit j'écris juste CD slash comme ceci. Et là, je suis aux routes. Si je fais maintenant Present Working Directory, vous allez voir que je suis à la racine. Donc, cette barre-là pour dire que je suis à la racine. D'accord? Maintenant, comment savoir que je suis à la racine? Il y a une structure, ok, avec toutes les distributions Linux. À la racine, il y a un groupe de fichiers qui s'appelle les fichiers de gestion système. Voilà la liste des fichiers, des dossiers qui gèrent le système. Il y a les dossiers qui gèrent les utilisateurs. Voilà la liste des dossiers qui gèrent les utilisateurs. Il y a les dossiers de stockage de données. Voici les dossiers qui gèrent le stockage des données. Il y a les dossiers qui gèrent le matériel et les périphériques. Voici cela. Ok, la liste de ces dossiers. Maintenant, il y a des dossiers qui gèrent la partie logicielle et les extensions. Ce sont ces dossiers-ci. Il y a les dossiers qui gèrent les montages de mémoire. Alors, ce sont ces dossiers. Le système Linux que vous devez savoir a un cœur. Et ce cœur est appelé le kernel. Je vais mettre ça ici. Le kernel. Vous devez connaître ça. Le cœur du système, du système, c'est ce qu'on va appeler le kernel. Maintenant, le kernel, c'est lui qui va communiquer avec la partie matérielle, les ressources, donc c'est-à-dire la souris, le clavier, tout ça. Maintenant, si toi, tu veux interagir avec, par exemple, la souris, vu que tu ne peux pas directement écrire un code qui va interagir avec la souris, d'accord, directement, alors tu vas écrire un code que le kernel va comprendre et exécuter. Il faut bien comprendre. Et généralement, tu vas écrire ce code-là avec ce qu'on va appeler le batch scripting. OK? Le batch scripting ou le shell scripting.
ou le shell scripting. Il faut bien comprendre. Le bash ou le shell scripting. Nous allons voir, c'est un langage de programmation que nous allons voir. Maintenant, vous devez savoir aussi que dans Linux, il y a des tâches qui tournent en arrière-plan. Donc, ça veut dire que quand je suis par exemple sur un système, ce n'est pas seulement dans Linux, c'est même dans Windows, il y a des tâches qui tournent en arrière-plan pour veiller à ce que le système fonctionne très bien, que tout fonctionne très bien. Et ces tâches qui tournent en arrière-plan, c'est ce qu'on va appeler des daemons, ok, ou des démons en français. Les daemons, ce sont des programmes qui s'exécutent en arrière-plan, ok, dans un système d'exploitation. Maintenant, comment connaître les fichiers qui contiennent les daemons? Ce sont les fichiers système qui finissent avec la lettre D. Avec la lettre D. D'accord? Ce sont des fichiers qui finissent avec la lettre D. Maintenant, voici les fichiers système que je vous ai montrés. On va rentrer ici, là. Nous étions où? On va rentrer ici, d'accord, pour pouvoir voir si on a donc ces dossiers que je viens de vous énumérer dans la racine de notre système. Maintenant, pour lister le contenu d'un répertoire, on utilise le ls. Donc, quand je fais ls, vous allez donc voir tous les dossiers que je viens de vous montrer et j'ai classifié cela. Vous allez trouver ça sur GitHub, ok, que je vous ai montré. Voilà, donc voilà tous les fichiers système. Et là, si je veux avoir des informations supplémentaires, alors je vais dire ls-l, comme ceci. Alors, ça va d'abord aligner cela, mettre sous forme de liste, et ensuite, ça va me donner plus d'informations par rapport à chaque dossier. Vous allez voir, par exemple, ici, là, ça va me dire que celui-ci, ok, a telle permission, a le read, le write et l'exécution. Voilà, d'accord? Je vais voir ici que c'est le root, hein, l'utilisateur qui peut modifier cela, c'est le root. C'est l'utilisateur root. Ça veut dire que moi, ici, je ne suis pas un utilisateur root. Ça veut dire que je ne peux pas modifier cela. Ça me donne aussi la date et l'heure de la dernière modification. D'accord? Voilà, donc ça me donne la date et l'heure de la dernière modification. Ça me donne aussi la taille, hein, la taille du fichier, la taille du dossier. OK? Voilà. Maintenant, si on veut nettoyer, parce qu'on voit que ça devient déjà un peu touffu à l'écran, pour nettoyer, on fait clear. Donc, on exécute la commande clear comme ceci pour nettoyer. Super. Maintenant, si je veux, par exemple, avoir toujours cette liste, mais avec une taille mieux définie, alors je vais dire ls-lh comme ceci. Cette fois-ci, vous allez voir que ici, ça a mis les unités. Ok, vous allez voir 4 kg, ok, 2,9 kg, ainsi de suite. Voilà, donc c'est le H que j'ai mis ici. Maintenant, il y a des fichiers qu'on appelle les fichiers système cachés. Ce sont des fichiers qui commencent par un point. C'est-à-dire, si vous voyez un fichier caché, ce sont des fichiers qui commencent avec un point comme ceci. Ce sont des fichiers qui commencent avec un point. Généralement, vous pouvez voir .env, .linux, ainsi de suite. D'accord? Ce sont des fichiers qu'on va parler de fichiers cachés. C'est compris? Maintenant, comment faire pour voir ces fichiers cachés? C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc là, je vais venir ici. Je vais dire pour voir les fichiers cachés, alors je vais dire ls-l et je vais ajouter le A, comme ceci. Cette fois-ci, ça va me montrer les dossiers cachés. Vous voyez, voilà un dossier, voilà un autre dossier, qui sont les dossiers cachés.
OK? Maintenant, pour afficher le contenu de tous les dossiers, donc d'afficher le contenu de tous les dossiers, ainsi des sous et des sous-dossiers de chaque dossier, ainsi de suite, il y a une commande pour ça qui est ls-l-r. Donc, si je mets comme ceci, ça va m'afficher tout et ça va prendre trop de temps parce que vraiment, il y a trop de dossiers dans la racine. OK? Il y a trop de dossiers et de sous-dossiers. Donc, vous pourriez tester ça chez vous. OK? Maintenant, vous allez voir que là, je suis connecté comme... Parce que quand j'ai dit Who am I, vous voyez que je suis un EC2 user. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Je suis un EC2 user. Alors, si je veux devenir un utilisateur Sodo, par exemple, un super utilisateur, je veux devenir le root, alors je vais utiliser le Sodo. Sodo, en fait, c'est la commande pour dire que super utilisateur. OK? Super utilisateur. Maintenant, si je veux me connecter comme ce super utilisateur, je vais ajouter le SU. OK? Pour dire Sodo. Et là, directement, mon terminal, OK, ma machine, mon terminal de ma machine sera connecté en... Donc, quand je mets SE, ça va, l'utilisateur ne sera plus le EC2, mais ça sera le root. Ce qui n'est pas très conseillé. OK? S'il y a quelque chose que tu veux exécuter en tant qu'utilisateur, super utilisateur, c'est mieux de mettre juste sudo et tu mets ta commande que tu veux exécuter. Mais quand tu mets sudo, tu mets su, tu tapes entrée, directement la machine passe en super administrateur. Comme par exemple, si je tape là, vous voyez que la machine est passée en super utilisateur. Et là, si je fais par exemple who am I? OK, je peux juste monter avec les flèches pour récupérer l'ancienne commande. Bon, ça ne monte pas. Bon, là, je vais sûrement retaper Who am I? OK, vous voyez que ça me renvoie quoi? Le root. D'accord? Maintenant, on va continuer à entrer en profondeur de ces choses. Ce que nous venons de faire, là, c'est de se connecter comme super utilisateur. On se connecte comme super utilisateur pour pouvoir, par exemple, installer des services. OK? Pour pouvoir installer des services. Maintenant, parlons de services. Toujours, il y a des gestionnaires de packages. Par exemple, en Linux, il y a par exemple le Yum, qui est un gestionnaire. On a le apt, qui est aussi un gestionnaire. Donc, je vais mettre apt, qui est un gestionnaire aussi. Maintenant, pour installer un service sur notre machine, on va utiliser soit le Yum, soit le apt, selon la distribution que vous avez. Si vous avez une distribution Linux, Ubuntu, alors vous allez utiliser le apt. D'accord? Par exemple, nous, on est sur du Linux AWS, on va utiliser du Yum. Là, je vais venir ici, je vais dire, par exemple, on va essayer d'installer un service, hein, OK? Parce que pour installer un service, je n'ai pas fini, je vais revenir. Tu donnes Yum, d'accord? Je vais donner la syntaxe ici. Tu vas faire Yum, OK, install, ou bien on install pour désinstaller. On install, ensuite le nom du service. Le nom du service. D'accord? Par exemple, vous voyez là, j'ai fait install, j'ai fait yum install, je vais par exemple dire installons Nginx. OK? Je peux faire yum, OK, install. Donc, comme je disais tantôt, donc Nginx, c'est un serveur web, donc qui permet de servir des pages web. Il peut aussi jouer le rôle, OK, en même temps, par exemple, de reverse proxy. On va parler de tout ça. Donc, je vais juste mettre là, reverse. Il y a toute une partie qui est dédiée à ça, de reverse proxy. OK, proxy. Il peut aussi jouer le rôle de load balancer. C'est juste en passant. De load balancer. Donc, on va essayer d'installer dans ce service. Donc là, je vais venir ici. On va dire yum install nginx. Pardon, nginx. Voilà.
Voilà, comme nous sommes sur cette distribution Amazon, Amazon a détecté que, ok, ce gars veut installer Nginx. C'est ce qu'ils ont fait ici. Parce qu'ils disent, no package Nginx available. Ils ont détecté ce qu'on veut faire. Donc, ils ont écrit leur programme qui permet de détecter cela. Ils me disent que, regardez ce qu'ils disent ici. Nginx is available in Amazon Linux Extra Topic. Donc, ils disent que, bon, ne te casse plus, gars. En fait, nous, on a déjà un package Nginx que tu peux installer en utilisant la commande suivante. Sudo Amazon Linux. Donc, vous voyez qu'ils mettent sudo, en fait, ils mettent sudo parce que ils ne savent pas si on est connecté en super utilisateur. Mais comme je suis déjà connecté en super utilisateur, ça ne sert à rien de mettre le sudo. Donc, je vais juste copier cette commande qu'ils m'ont donnée, comme ceci, et je vais coller là. OK, et je vais taper Entrée. Donc, Amazon Linux Extra Install Nginx Hub. Et là, c'est en train d'installer Nginx. Je vais dire Yes. Voilà. Donc, ça a terminé l'installation. Ça a terminé l'installation. Mais la question que tu te poses sûrement, c'est, ok Donald, tu dis que ça a terminé l'installation, mais comment faire pour savoir que cela a vraiment terminé? Il faut donc regarder la version de cela. Pour regarder la version, tu peux par exemple, vous avez remarqué que quand je voulais regarder AWS, la version de AWS, j'ai fait AWS-version comme ceci. Donc, tu peux aussi faire Nginx, ok, Nginx-version comme ceci. Ok, invalid. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, Nginx, parce que là, invalid option. Ok, je pense que avoir bien écrit, n'est-ce pas? Voilà, Nginx comme ceci. Vu que c'est un service, tu vas mettre comme ça, version. Voilà, on voit que ça n'arrive pas à reconnaître Nginx. Maintenant, vu que c'est un service système, ok, c'est un service système, il y a une commande, ok, on va dire ici une commande qui permet de gérer les services système. Vraiment, ça commence à être lourd, n'est-ce pas? Les services système, cette commande s'appelle systemctl. Lui, cette commande, ça s'appelle systemctl. Lui, il prend en compte tous les services qui sont installés sur ta machine. Il suffit de lui dire ce qu'il va faire, alors il va regarder ce que tu demandes. Donc voilà sa syntaxe. Sa syntaxe c'est systemctl et là tu donnes l'action. L'action peut être, ok, l'action peut être le statut, ok, le statut, quoi encore d'autre, le restart, ok, le start, le stop, ok, le reload, quoi d'autre, j'ai oublié quoi, j'ai oublié le enable, le disable, quoi d'autre, voilà. Ensuite, après avoir donné l'action, après avoir donné l'action, tu dois donc préciser le nom du service, proprement dit. Donc voilà sa syntaxe que je viens de donner ici, là. D'accord? Alors, on va aller vérifier cela. Je vais venir sur ma machine. Je vais donc dire système CTL, statut. Par exemple, je vais dire statut Nginx. Ok, je donne le service et je tape entrée. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que Nginx service de Nginx HTTP and reverse proxy server. Ok, pour me dire que c'est très bien installé, mais vous allez voir ici que c'est inactif. Ok, comment donc je fais pour rendre cela actif? Je dis donc, vous vous rappelez, j'utilise donc toujours cette commande CTL pour gérer les services. CTL, je fais donc start and Nginx et je tape entrée.
Maintenant, est-ce que ça tourne? Je ne sais pas. Je vais donc revérifier le statut. Et là, quand je tape Entrée, vous allez voir, ça dit que c'est actif et ça tourne. D'accord? C'est actif et ça tourne. Je pense que là, c'est clair, n'est-ce pas? Là, c'est clair. Maintenant, vu que Nginx tourne, ok, on peut essayer de voir si vraiment Nginx joue le rôle de serveur web. Ok? On peut essayer de voir en allant sur notre EC2. Ici, on va rentrer sur le EC2 ici. Vous allez voir que sur le EC2 qui tourne, il y a une adresse. Ok, il y a une adresse publique. Vous allez voir ça ici. Il y a une adresse publique, Open Address par exemple. Il y a aussi un public DNS, donc pour le domaine. Donc, en fait, j'explique rapidement. Ici, voici normalement l'adresse de notre serveur, l'adresse publique de notre serveur. Généralement, c'est comme ça que tous les adresses sont. Mais est-ce que vous allez copier cette adresse pour donner à un utilisateur? Non. Pour cela, il y a le concept de DNS, Domain Name Server, qui va venir protéger ou cacher en fait ces chiffres, mais donner quelque chose à l'utilisateur que l'utilisateur peut facilement utiliser sans toutefois se casser la tête. Pour cela, Amazon donne par défaut donc un DNS public qui est dans ça, que généralement vous appelez le domaine de mon application. Donc notre VPS a déjà un domaine par défaut que je peux cliquer juste là pour l'ouvrir. Et là, quand je clique, vous allez voir là, ça tourne. Ça tourne. Ok, on va un peu attendre pour voir la réponse. Donc, on voit bien que on n'a pas pu, ok, on n'a pas vraiment pu avoir accès à cela. Ok, donc en gros, pourquoi on n'a pas accès? Il y a deux possibilités. Soit Nginx ne tourne pas sur le port qu'on veut, ok, soit Nginx ne tourne pas, soit aussi, ok, il y a un problème avec le firewall. Donc, ce sont des trucs qu'on va revenir voir. Maintenant, on va vérifier quelque chose rapidement. On va venir ici. Je vais exécuter une commande. Sudo ufw statio. Je tape Entrée. Donc, on voit que sudo not found parce qu'on est déjà connecté en super utilisateur. Donc là, je vais taper Entrée. Ok, on me dit command not found. Alright. Donc là, on va vérifier encore. Oui, cette commande est introuvable. Bon, là, je vais vérifier juste si Nginx tourne en exécutant la commande de tout à l'heure. On va juste faire, parce que je voulais vérifier si Nginx sur le port 80 tourne, parce que c'est le port par défaut que Nginx tourne dessus. Donc là, je tape Entrée. Donc, on voit bien que cela tourne. Donc, je vais essayer de me déconnecter. Pardon. Donc, j'essaye de quitter. Je quitte, OK, en tant qu'utilisateur sudo. Donc, c'est pour ça qu'il fait exit. D'accord? Pour pouvoir exécuter quelques commandes. Donc là, je vais exécuter ça. Oui, cette commande n'est pas toujours trouvée. Ok, ce que je vais faire, je vais exécuter cette commande plutôt. Bon, toutes ces commandes, je vais vous expliquer quand on va entrer en profondeur des choses. Oui, quand je regarde là, ok, je regarde là, je vois que oui, ça tourne au port 80, blablabla, tout tourne bien.
Je vais encore vérifier que Nginx tourne aussi. Ok, donc là, je vais dire sudo, ok, systemctl, ok, statue nginx. Ok, on voit que ça tourne. Donc, on va rentrer sur le navigateur. Ok, on va recharger. Ok, donc on voit qu'il y a toujours ce problème. Donc maintenant, on va aller vérifier que le port 80 a été configuré sur ce VPS ici. Pour cela, comme j'ai cliqué déjà, j'ai à sélectionner, je vais juste un peu descendre. Ok, je vais aller sur... Attendez, je vais cliquer dessus. Voilà, je vais descendre. Je vais aller sur Security, sur la sécurité. Maintenant, je vais aller sur Inbound Rule pour tous ces trucs, tout ce qui est rôle. Inbound Rule, oui, je vais cliquer ici sur Security Group. D'accord. Et là, je vois Inbound Rule, je vois ici que c'est seulement le port 22. D'accord. Pourtant, on voit sur notre serveur que ça tourne sur le port 80. D'accord. Je vais donc éditer. Je vais éditer les rôles. Je vais ajouter un nouveau rôle dans le TCP. OK. En custom, oui. Le port ici, là, je vais mettre le 80. D'accord. Et je vais choisir le Wiley Access. OK. Pour qu'on puisse accéder n'importe où. Et je vais sauvegarder. Super, donc j'ai ajouté cela. Et bien vrai, présentement, sûrement vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour accepter ce protocole HTTP, parce que ce protocole n'était pas accepté et on essayait d'ouvrir ce domaine en HTTP. Donc là, maintenant, je vais actualiser. Je vais actualiser les choses là-bas. Ok, donc là, on va essayer de restart notre Nginx. Restart Nginx. Voilà, on va vérifier le statut. Ça tourne. Voilà, ça tourne. On va revenir ici. Maintenant, on va s'assurer aussi que on n'ouvre pas cela, ok, avec le HTTPS, ok, parce que nous n'avons pas encore tout traité les questions de sécurité. Donc, je vais copier ça. Je vais venir coller ici. Vous voyez que là, c'est en HTTPS. Je vais enlever le S et je vais taper en entrée. Maintenant, quand je tape entrée, vous allez voir dans ce message Welcome to Nginx. OK? If you see this page, d'accord, ça veut dire que ton Nginx fonctionne très bien. Maintenant, là, c'est super. OK? C'est vraiment super. On voit que notre Nginx qui a été installé tourne sur un port. Sûrement, vous ne connaissez pas encore les concepts de port, tout ça, mais c'est pas grave. On va arriver. Donc, on a vu une commande très importante pour nous, donc on a déjà vu plusieurs, qui est celle du système CTL. On a utilisé cela pour pouvoir manager des services. OK. Ici maintenant, je peux aller sur je peux me connecter comme root encore. Je peux faire sudo. OK, sudo su. Là, je suis comme root. Voilà, donc là, je peux faire
Ok, là, je peux faire aller par exemple sur le user. Je peux dire user comme ceci. Et pour voir le contenu, je fais ls. Maintenant, je vais aller sur le share. Ici, share. Comme ceci. J'entre, je fais ls. Maintenant, étant ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs dossiers. Ok, tout ce qui est en bleu là, ce sont les dossiers. Les dossiers. Sur le dossier ici, vous allez voir un dossier qui s'appelle Nginx. Je vais entrer dedans. Je vais faire sudo Nginx. Nginx comme ceci. Et là, je vais faire ls. Maintenant, à l'intérieur, vous allez encore voir un dossier qui s'appelle HTML. Donc, je vais faire sudo HTML et je vais entrer comme ceci. À l'intérieur maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs dossiers. Et il y a plusieurs fichiers HTML. Il y a le 404, il y a le 500, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, si je viens ici, je veux voir le contenu de index. Je vais faire cat index. Ok? Quand je fais cat index, qui veut dire concatenate, il faut que je mette la commande ici. Pour que... donc, on a le cat qui stand for concatenate. J'espère que j'ai bien écrit concatenate, voilà. Donc, qui nous permet donc d'afficher, de concaténer tous ces caractères et de nous d'afficher. Vous allez voir ici, ça nous montre quoi? Welcome to Nginx. Ok, c'est intéressant, n'est-ce pas? Welcome to Nginx, blablabla, bla, 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 ainsi de suite. D'accord? Donc, là, ça devient clair pour tout le monde. Donc, et vous allez voir que ce fichier, en fait, c'est le fichier que nous avions ici. Comment est-ce que cela est possible? Ça veut dire que, comme je vous ai dit, Nginx, c'est les pages web. OK? Et vous allez voir ici que ça, c'est un fichier web, un fichier HTML. Je vais venir ici, je vais supprimer ce fichier. Pour supprimer le fichier, je vais faire remove et je vais dire index. Je supprime le fichier. On me demande que remove regular file. Je vais dire yes en tapant entrée. Et là, si je fais ls, je crois que remove regular files. Oui, je devais taper yes, je n'ai rien tapé. Donc là, je vais encore refaire remove. Voilà, je vais faire ls. Voilà, cette fois-ci, c'est parti. Donc, j'ai supprimé le fichier index, n'est-ce pas? J'ai supprimé. Je vais recréer ce fichier index. Maintenant, je vais utiliser Vim, qui est un éditeur de code dans le terminal. Donc, je vais dire Vim index.html. Voilà, et là, je vais dire bonjour. Ok, je vais écrire ici. Je vais dire bonjour tout le monde. Bienvenue sur DevOps avec Donald Programmer. OK? Et là, je vais sauvegarder. D'accord? Je vais sauvegarder. Déjà, vous allez voir ici qu'il y a insert. Je vais quitter sur le insert en tapant escape. OK? Puis, je vais faire WQ. OK? En minuscule. WQ. Et je vais taper entrée. Cette fois-ci, si je fais ls, vous allez voir qu'il y a ce fichier. Si je fais cat de index, vous allez voir qu'il y a le message que nous venons d'écrire. Franchement, il faut retenir tous ces trucs-là parce que ce sont des choses que vous allez faire. Donc, retirer un fichier, modifier le contenu d'un fichier. Par exemple, Vim va vous permettre d'avoir un éditeur pour modifier le contenu d'un fichier. Et là, je vais restart mon Nginx. Donc, déjà, je vais faire système ctl statut de Nginx. OK, ça tourne. Je vais donc faire un restart. Je vais dire restart Nginx. OK, ça a été restart. Maintenant, je vais venir ici. Je vais actualiser ici. Regardez le message que j'ai maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le DevOps avec Donald Programmer.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer demain avec les commandes de Linux, mais plus DevOps. J'espère que vous voyez un peu dans quel sens je vous entraîne avec ces commandes. D'accord? Donc, à nous revoir demain pour la suite des commandes Linux pour le DevOps. Si tu as aimé, tu laisses un pouce, ok, tu likes la vidéo, tu partages, tu laisses des commentaires pour encourager. À nous revoir donc dans cette nouvelle prochaine partie.